Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc on accueille Claire qui vient de loin, de Nîmes. On peut bien la remercier pour ça. Claire Lee, elle est cambodgienne. Je vais vous montrer où c'est le Cambodge, parce que peut-être dans la salle, il y en a qui ne savent pas où c'est. Donc c'est ici. C'est l'ex-Indochine, voilà, avec le Vietnam et le Laos. La capitale est Phnom Penh. Les Khmers, c'est le peuple qui vit dans ce pays. Claire Lee donc est Khmer. Image suivante. Pour caricaturer un peu, voilà, on a des temples. On ne peut pas présenter totalement le Cambodge pendant cette conférence. Image suivante. Et on a des danseuses. Le Cambodge, c'est pas que des danseuses. Il y a aussi des événements assez tragiques qui sont passés, que donc, notre invité a vécu, était sur place. Donc on va voir un reportage en direct, après coup. Mais voilà. Ça s'est passé entre janvier 1975 et janvier 1979. Il y a un groupe de Khmer communistes qui a pris le contrôle du Cambodge. Et durant cette prise de contrôle, il y a eu des guerres, environ entre 1,5 et 2 millions de morts. Donc ambiance. Comme on l'a vu précédemment, le Cambodge c'est un pays marqué par le bouddhisme. Autre information, 90% de la population du Cambodge est Khmer. Donc il y avait quand même 10% de personnes qui n'étaient pas forcément Khmer. Voilà, pour la petite introduction rapide. Alors on va commencer tout de suite par vous poser quelques questions, Claire Lee, et par vous introduire en disant qu'en 2012, vous avez participé à un événement qui s'appelle la Forêt des Justes qui s'est passé à Milan. Et donc vous avez été choisi pour témoigner de la tragédie des Khmers rouges qui s'est passée donc au Cambodge. Et il y a une pierre qui a été posée en dessous d'un arbre. Donc voici l'inscription qui était sur cette pierre. Claire Lee, survivante et témoin du génocide au Cambodge, a montré un voyage intérieur à la découverte de la puissance de l'espérance. Donc j'imagine que c'est une inscription qui résume votre parcours et un peu votre vie. Est-ce que vous pourriez commencer tout de suite par nous présenter qui vous étiez à cette époque, au moment où la tragédie a commencé, quel âge vous aviez, quelle était votre situation, votre famille, voilà, nous dire un peu plus qui vous étiez à ce moment-là. Merci Marie. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous dire bonsoir. Alors, on va la faire à la façon khmer, à la façon cambodgienne. Vous savez, moi je suis en France depuis 1980 et depuis je parcours la France un peu du nord au sud. Et la façon de dire bonjour en France, soit on tend la main, soit on fait des bisous, des bises. Les bises, c'est vraiment casse-tête chinois pour moi, parce que c'est jamais le même nombre. Il n'y en a jamais. Au Cambodge, quand on se rencontre, on se dit bonjour en mettant les deux mains jointes. Je vais vous le montrer. Les deux mains jointes. Ces deux mains jointes représentent symboliquement une fleur. Ce soir, je vous offre une fleur en vous disant bonsoir. Et c'est pas n'importe quelle fleur, ça va être une fleur de lotus, qui est une fleur sacrée du bouddhisme. Comme dit Jean, le bouddhisme est la religion de l'État du Cambodge. L'État du Cambodge. Quand on offre une fleur, on va faire attention à s'offrir mutuellement un bouton de fleur. C'est qu'on ferme bien les 10 doigts. On va pas faire des doigts comme ça. C'est une fleur qui s'ouvre. Ça va pas durer longtemps, notre amitié. Si vous faites des doigts comme ça, c'est une fleur fanée, dont l'amitié est morte avant de commencer. On ferme bien les 10 doigts. Et il y a 3 façons de s'offrir la fleur. Cela va dépendre de l'âge de la personne qui est en face de nous. Si la personne a le même âge que nous ou un peu plus jeune, on va mettre la fleur au menton. Si la personne a 5 ou 6 ans de plus que nous, on va lever la fleur au nez. Et si la personne a l'âge de nos parents, on va lever la fleur jusqu'au front et on s'incline. Voyez? Le menton, le nez et le front. Cela me permet de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 72 ans. Vous savez où mettre votre fleur quand vous me saluez. Et quand
Pendant les événements Khmer Rouge, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans à cette époque et j'étais professeur de philo à Phnom Penh, à la capitale. En plus, j'étais directrice de l'Institut de tradition des manuels scolaires de français en cambodgien. Parce que le Cambodge a été sous protectorat français pendant un siècle. Cela veut dire que nous avons tout copié de la France. Donc, il fallait traduire, même le programme scolaire. Voilà. Quand les événements, quand les Khmer Rouges sont arrivés, j'étais donc directrice de cet Institut national de tradition des manuels scolaires. Et j'avais un fils de 3 ans avec moi et j'étais enceinte de 2 mois. Voilà. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant un peu plus ce que sont les Khmers rouges et en particulier quelles étaient leurs motivations pour la tragédie qu'il y a eu, tous les crimes qui ont été effectués, voilà, quel était leur but et qu'est-ce qu'ils recherchaient derrière ça? Voilà, pour vous expliquer ça, je vous projette cette carte. Ce sont, vous voyez les points que vous voyez sur la carte. Ces points représentent 189 prisons, 380 charniers et 19 403 fosses communes. Ce sont des sites qui ont été recensés en 2004 pour les besoins du tribunal pénal international qui se déroule encore, mais qui commençait en 2009 et qui continue aujourd'hui pour juger les anciens Khmer Rouges. Alors, pour vous dire comment cette tragédie est arrivée, le régime des Khmer Rouges est connu à l'ONU comme le Kampuchea démocratique. C'est le régime du Kampuchea démocratique entre 1975 et 1979. J'ai intitulé cette carte une guerre idéologique. Le Cambodge a été la terre d'essai d'une idéologie meurtrière. Le tribunal pénal international a statué en 2012 qu'il y a eu 2 millions de morts sur une population de 7,9 millions en 1975. Cela veut dire qu'il y a eu un quart de la population qui a été exterminée. Et ici, l'ONU va faire la distinction entre le charnier et les fosses communes. Ce que l'ONU appelle le charnier, c'est l'endroit où les Khmer Rouges amènent les gens en masse. Ils les ont tués là et laissé leurs cadavres à l'air libre pour faire peur. Et ce que l'ONU appelle fosse commune, quand les gens ont été tués individuellement, ou ils sont morts de faim ou de maladie. On n'a pas eu le temps de faire une fosse individuelle, on met tout le monde dans une fosse commune. Voilà. Et vous voyez la flèche rouge en haut? C'est l'endroit où mon mari, mon père ont été fusillés avec les 300 notables de ma ville natale. Donc, c'est un charnier. Voilà, que les motivations des Khmer Rouges, c'était tout simplement construire une société nouvelle. Ils appellent cela une société purement khmer, purement cambodgienne. Une société utopique qui sera coupée de toute influence étrangère. Et je fais souvent des conférences avec des jeunes. J'attire toujours votre attention sur le mot pur. Une société purement khmer. Quand vous entendez le mot pur, faites attention, car la purification n'est pas loin. Pour construire une race pure, il fallait la choix. Une société purement khmer, ce sont des Khmer Rouges. Donc méfiez-vous de tout ce qui est pur, religion pure, race pure, idéologie pure. Cela ne peut qu'amener l'écrasement de l'humain. Merci. Est-ce que maintenant vous pouvez nous présenter un peu plus ce qui vous est arrivé à vous, puisque vous étiez professeur à cette époque, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, et donc c'était un métier qui n'était pas forcément bien vu des Khmer Rouges. Donc voilà, si vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé pendant ces 4 ans
à partir de 1975 jusqu'à 1979. Alors, justement, pour construire cette société purement khmère, les Khmers rouges vont donc utiliser ce que j'appelle les trois violences. Les trois violences. Vous voyez, quand je suis au Cambodge face aux jeunes, la génération actuelle, là j'y retourne le 15 décembre, la question envers nous les témoins, c'est que s'est-il passé sous le Cambodgien démocratique? Donc il fallait expliquer que les Khmers rouges ont appliqué trois violences. La première, c'est la terreur. Quand ils sont arrivés au pouvoir, le 17 avril 1975, leur premier acte, c'est de fusiller tous ceux qui sont de l'ancien régime, mais aussi tous les notables, de fusiller aussi tous ceux qui peuvent penser, qui peuvent s'y opposer à cette constitution utopique. C'est ainsi que mon père, qui était industriel de bois, qui a été le premier exportateur de bois de luxe du Cambodge et de la France, a été fusillé. Mon mari était directeur de banque, donc dans les finances c'est contre la politique communiste, fusillé. Mon frère aîné était député, donc politiquement opposé, fusillé. Mon frère cadet, lui, était commerçant, mais son tort, c'est qu'il était venu faire ses études de commerce en France. Il est de retour au pays, marié avec une Française, ma belle-sœur Claude. Ils avaient un fils de 2 ans avec eux. Mais avoir une épouse occidentale, c'est se dire impérialiste, fusillés tous les trois. Voilà la terreur qui s'exerce dès les 24 heures. Et après, ils ont fait la deuxième politique, qui est la déportation en masse de la population civile. Ça vient d'être jugé en 2016 par le tribunal pénal international comme crime contre l'humanité. En quoi consiste la déportation? C'est qu'ils vont vider toutes les villes du Cambodge, y compris la capitale. Tout le monde est appelé à partir, car les citadins sont des gens impurs. On est impurs parce qu'on a touché au confort, on appelle ça les conforts bourgeois, les conforts occidentaux. Donc il fallait tous quitter notre maison et partir nous purifier par les travaux forcés à la rizière, l'endroit où on cultive le riz. Moi, j'étais fonctionnaire, j'étais à l'éducation nationale. J'ai dû quitter, comme tous les citadins, ma ville, ma maison, ma profession, pour aller me purifier dans les rizières. Et j'étais enceinte de 2 mois. Là, c'est la chasse aux intellectuels. Vous n'avez pas le droit de porter des lunettes, vous n'avez pas le droit de porter des chaussures, tout cela c'est bourgeois. Donc il fallait jeter tout ça et la vie va être très dure, vous allez être mis dans ce qu'on appelle la collectivisation totale. Ce sont des sociétés où on doit travailler beaucoup, voilà, et la vie bascule ainsi. Merci. On va voir une petite vidéo qui va nous permettre... Oui. Oui. Allez-y.
Donc c'est un film qui est sorti cette année, on en fait la publicité. Est-ce que ce film illustre ce que vous avez pu vivre durant cette période? Oui, bien sûr, ce film montre comment la population a dû quitter la ville et comment les jeunes sont vraiment pris en brigade, embrigadés par les Khmers rouges. Alors, pour vous donner un exemple, c'est qu'il y a une volonté politique importante de la part des Khmers rouges, c'est d'éradiquer tout esprit de famille. Vous voyez, j'étais enceinte de 2 mois quand on m'a envoyée dans ce camp de purification. J'ai accouché et ma fille qui est née, elle n'est pas ma fille, elle est la fille de l'Anka. Quand on dit Anka, ça veut dire l'institution. Donc nous les mamans, nous sommes tous les mamans des enfants de l'État. Moi, je suis la maman numéro 3. Donc, on porte tous des numéros et on n'a pas le droit d'allaiter que nos enfants, que nos bébés. Il fallait changer les bébés pour allaiter. Donc, il n'y a pas un enfant à nous, mais c'est un enfant de l'État. Et mon fils qui a 3 ans, à l'âge de 6 ans, ils vont être séparés de la famille pour aller dans le camp. Ah, il fallait... Ah oui, alors là, c'est le slogan des Khmers rouges. Donc, on va les éduquer. Il faut apprendre à crier. Vous voyez, ce sont les 5 slogans, les 5 commandements qu'on va apprendre à crier pendant tout cours politique. De dire vive l'Anka révolutionnaire, extrêmement sage et clairvoyante et extrêmement glorieuse. L'Anka, ça veut dire institution. C'est le mot khmer. Anéantissez l'ordre ancien, remplacez-le par l'ordre nouveau. L'élimination des ennemis n'est pas la conséquence d'une dérive de la révolution, c'est la même, son essence. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir, ne rien comprendre, aimer et obéir à l'Anka sans poser des questions. Donc, il ne fallait pas se poser des questions, il ne fallait pas chercher à comprendre. On va faire de nous des machines. Les bonzes sont des sensus et oppriment le peuple, ce sont des impérialistes. Vous voyez bien, vous voyez que dans tout régime totalitariste, toute dictature, le premier soin, c'est de tuer la force spirituelle. Parce que c'est la force qui permet à chaque être humain de résister, la force spirituelle. Donc les Khmers rouges vont aussi éradiquer, éliminer les bonzes, c'est-à-dire les moines bouddhistes. Voilà, comment ça se passe cette résistance. Je vous ai la deuxième image. Vous voyez là, dans cette déferlement de la violence, je me sentais presque... Non, le samsara, s'il vous plaît. Oui. Encore, l'autre. Voilà, c'est pour vous expliquer mon chemin spirituel. J'étais bouddhiste à l'époque. Et voilà le mal qui est là, face au mal, il faudrait résister. Et toute religion, je dis bien toute religion, ont toujours cherché à répondre à cette question angoissante de chaque être humain face au mal. Pourquoi moi? Face au mal, la première question qui nous vient au cœur, c'est pourquoi moi? Le bouddhisme va expliquer par le samsara et le karma. Alors, je vous permets pour que vous puissiez suivre mon chemin, pourquoi la bouddhiste est devenue catholique après. Le samsara, c'est un mot sanskrit. Quand je dis sanskrit, c'est la langue ancienne de l'Inde, comme le latin chez nous, qui veut dire écoulement circulaire. C'est-à-dire, dans le bouddhisme, on croit que chacun de nous meurt, naît, remeurt et tourne en rond dans ce cercle, vous voyez? Et il y a le monde des hommes, le monde des prétas. Les prétas, ce sont ceux qui n'ont pas de corps, ce sont des esprits qui flottent. Il y a l'enfer, il y a les animaux et le monde des dieux.
Donc on tourne ainsi en ronde, c'est-à-dire on naît, on meurt, on renaît, on remeurt et on passe d'un état à un autre. Et cela est tenu, ce cercle est tenu dans les griffes d'une divinité que les bouddhistes appellent la divinité de la tromperie. Le samsara, c'est ce que nous, en France, nous disons la réincarnation. Vous voyez? C'est de passer d'un état à un autre. Mais attention, l'espérance dans le bouddhisme ne se trouve pas dans ce cercle, ne consiste pas à passer d'un état à un autre, mais de sortir. Vous voyez, le Bouddha est représenté dehors, de sortir du cercle, de ne plus renaître, de sortir du samsara. Juste pour vous dire donc que quand les bouddhistes parlent de nirvana, c'est vraiment le salut, c'est la sortie de ce cercle, qui n'est pas la réincarnation du tout. Donc chacun de nous tourne en rond, passe d'un état à un autre, et il y a donc un mouvement. S'il y a un mouvement, il devait avoir un moteur quelque part. Car dans le bouddhisme, il n'y a pas d'entité supérieure qui vient juger nos actes. Non. Ce sont nos actes qui produisent leur effet par eux-mêmes. C'est ce que les bouddhistes appellent le karma. Actes et ses conséquences. Cela veut dire que dans le bouddhisme, il y a une grande responsabilité de chacun de nous. Nous ne faisons que récolter ce que nous avons fait. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera la vie prochaine. L'acte et ses conséquences. Cela veut dire que si vous êtes dans la joie, vous êtes en train de récolter des effets positifs de vos bons actes. Si vous êtes dans le malheur, ça veut dire que vous êtes en train de récolter les effets négatifs de vos mauvais actes. D'accord? Selon la loi du karma. C'est la loi de la causalité et tout. Mais face au mal, quand je me trouve face au mal, n'oubliez pas que j'étais prof de philo. J'ai enseigné tout cela à mes élèves. Parce que le bouddhisme est religion d'État. Est toujours religion d'État au Cambodge. C'est-à-dire qu'on débat avec nos élèves en terminale. J'avais enseigné tout ça à nos élèves. Mais quand j'étais du bon côté du karma, je ne savais pas que face au mal, je vais aussi faire face à ma faiblesse. Ma faiblesse de femme. Je me sentais si faible que je ne pouvais pas accepter que les êtres aimés, mon mari, mon père, mes frères, qui ont été fusillés, qui n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Je ne pouvais pas dire que mon fils de 3 ans, qui réclamait son père à chaque soir, que lui aussi n'a eu que ce qu'il méritait. C'était au-dessus de mes forces. Premier acte de révolte, c'est-à-dire que non. Non, je ne suis pas responsable de tout cela. C'est de rejeter le samsara. La bouddhiste va rejeter le samsara. Alors, chers amis, quand on rejette l'explication de nos malheurs, nos souffrances deviennent des souffrances absurdes. À nu, ça ne sert à rien. Ça a balancé la bouddhiste que j'étais dans la haine et la colère. Je n'étais que haine et colère. Alors, dans le bouddhisme, dans la religion bouddhiste, on a dit que face à la violence, il faut garder notre cœur dans la sérénité. Il ne faut pas répondre à la violence par la violence, ce qu'on appelle la non-violence. J'étais incapable de garder mon cœur dans la sérénité. Donc c'était que colère et haine. Alors la colère, la haine, la vengeance, je n'étais que désir de vengeance. Je voudrais bien prendre le pistolet, vous savez, à la ceinture d'un des Khmers rouges et lui tirer une balle dans la tête pour voir si la mort est encore un jeu pour eux. J'étais habitée par ces sentiments mauvais que les bouddhistes vont dire que ces sentiments mauvais vont m'entraîner la vie prochaine dans un mauvais karma encore pire. Donc, il fallait sortir de ces sentiments mauvais. Alors, suivons bien, c'est là que ça va basculer. Je vais vous expliquer que je suis devenue chrétienne grâce aux bouddhistes, finalement.
En tant que bouddhiste, je sais bien qu'il y a des sentiments mauvais en moi. Et ces sentiments, il faut les extérioriser. Il faut les mettre loin. Comment faire? Alors, je vais aller chercher dans l'enseignement des Bouddhas. Bouddha a dit que face à la violence, tu dois opposer la non-violence. Mais si tu en étais incapable de garder la sérénité dans ton cœur, tu vas avoir une porte de sortie. Une unique porte de sortie. Cette porte de sortie, selon la tradition bouddhique, est de construire ce qu'on appelle un objet mental. C'est-à-dire cet objet n'existe pas. Je vais le construire avec ma tête. Et sur cet objet mental, on va jeter dessus tout ce qui est mauvais en nous. Ce que la psychologie moderne appelle le bouc émissaire. Vous êtes en colère contre votre prof, vous allez crier sur votre petit ami qui n'a rien fait. C'est pour vous soulager. C'est-à-dire transférer les sentiments. La bouddhiste a donc construit un bouc émissaire. Mais quand on est un objet mental, mais pour que l'objet mental soit un vis-à-vis, j'ai eu l'idée géniale de lui donner un nom. Je l'ai appelé le Dieu des Occidentaux. C'était tout bête. Parce que dans ma tête, l'Occident est coupable. Toutes les guerres qui arrivent dans les pays pauvres sont des guerres qui ont été exportées par des pays riches. L'idéologie communiste, qui est née du marxisme, n'est pas née dans une culture asiatique. Voyez? Donc, quelque part, le Dieu des Occidentaux fait un coupable à merveille. Je vais passer mon temps à l'insulter nuit et jour pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, la bouddhiste, la bourgeoise, la prof de philo, est devenue une paysanne experte. J'ai eu le temps d'apprendre tous les travaux de la rizière. Et, chose bizarre, malgré des privations de toutes sortes, j'ai accouché sans médicaments, sans médecin. Il y a des médecins ici, je crois. Mais, j'ai jamais été malade. L'accouchement, en fait, c'est la fonction la plus naturelle de la femme. Si on n'a pas de problème, on a besoin de personne. Je n'avais pas eu de problème. Et au bout de 2 ans, je me sentais si fière de moi que je parlais à ce Dieu des Occidentaux, un soir, en disant que tu vois bien, toi là-haut, que je suis une femme forte. Ne devrais-tu pas m'applaudir? Et puis j'ai dit, mais tu sais, je suis bouddhiste. En tant que bouddhiste, on est entraîné à faire le silence. J'ai dit, tu vois, je vais faire silence en marchant pour attendre tes applaudissements. Mais rassurez-vous, il n'y a pas eu d'applaudissements. Mais j'ai écrit dans mon premier livre, Revenu de l'enfer, que ce silence est silence, comme s'il y avait quelqu'un. Et j'ai, à partir de ce soir-là, le sentiment de ne plus être seule face au mal, que j'étais accompagnée, que le Dieu des Occidentaux a été co-belligérant avec moi face au mal. C'est beaucoup de ne plus se sentir seul pour lutter contre le mal. Voilà, première expérience spirituelle. La bouddhiste va se sentir accompagnée, mais elle n'a pas de mots pour le dire. On va peut-être revenir à les considérations plus terrestres.